Tous les matins depuis une semaine, Martial sillonne les pistes de la réserve de Yankari dans le nord-est du Nigeria. Accompagné par une équipe de rangers, ce scientifique venu du Bénin est à la recherche des derniers lions du pays. Une traque sans succès pour l'instant, le roi de la savane reste introuvable. La situation n'est pas terrible et elle n'est pas bonne pour les lions. Nous pensons qu'il n'en reste que très peu, peut-être une ou deux familles de lions qui vivent quelque part autour de la rivière. Le lion d'Afrique de l'Ouest est en voie d'extinction. Il en resterait une trentaine au Nigeria et à peine 400 sur l'ensemble de la région, contre plus de 23 000 dans l'est et le sud du continent. Le recensement mené par Martial Kiki devrait permettre d'attirer l'attention sur la situation de ce félin unique en Afrique et aider à sa protection. Cela va nous aider à attirer l'attention sur Yankari, pour que la communauté internationale comprenne que oui, nous avons besoin de plus d'aide, nous devons nous concentrer davantage sur ces spécimens. Cela attirera probablement plus de fonds, parce qu'au bout du compte, c'est d'argent dont nous avons besoin pour améliorer cet endroit. À la nuit tombée, Martial et son équipe reprennent la route. Pour tenter d'attirer les lions, ils vont reproduire les gémissements d'un bison dans la nuit. Une méthode pour le moins originale, mais toujours sans succès. Dans cette réserve protégée où il y a beaucoup de braconnage et d'animaux en pâturage, le lion n'aime peut-être pas venir là où il y a des activités humaines. Discret et fragile, le lion d'Afrique de l'Ouest a sans doute préféré s'éloigner de son pire ennemi, l'homme. La mission de Martial Kiki s'achève sans avoir trouvé le moindre spécimen, laissant craindre aux scientifiques que les derniers lions de Yankari ont peut-être disparu. C'est dans cette aire protégée de Kouré, située à environ 60 km à l'est de Niamey, que vivent les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. C'est une population estimée à 1 million d'individus qui cohabitent avec les populations environnantes qui sont jalouses de ce don de la nature et dont elles participent à la sauvegarde. C'est pourquoi il n'y a aucune activité humaine qui puisse nuire à l'épanouissement de cette espèce. Kouré, où vivent ces girafes, est devenu un véritable pôle d'attraction touristique et de travaux pratiques pour les scolaires et étudiants. C'est ce qui explique cette sortie des élèves du collège d'enseignement secondaire ZAM de Niamey, accompagnés de leur chargé d'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Cette classe de girafes n'existe qu'au Niger. Donc dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, cette classe de girafes n'existe qu'au Niger et à Kouré. Donc c'est pourquoi cette partie, cette aire, n'est-ce pas, est dite forêt protégée. Donc, il faut savoir forêt protégée, une forêt où l'espèce, n'est-ce pas, animale qui vit ici est respectée aussi par les habitants de l'environnement. Comme chaque année en période de congé de Pâques, Soumaïla Kangekoba organise des sorties sur les différents parcs du pays. Objectif, faire découvrir aux élèves leur environnement, ses différentes potentialités et surtout les sensibiliser sur la protection de l'environnement. C'est d'abord une sortie pédagogique, donc en même temps une excursion avec les élèves de la seconde, car dans le programme de SVT, donc le premier chapitre c'est l'écosystème. Donc nous amenons les élèves souvent même au parc. Chaque année, nous amenons les élèves au parc pour voir effectivement la diversité et la diversité des espèces, pour voir l'écosystème. Donc, après avoir fait le cours entre les 4 murs, donc de les amener pour qu'ils puissent vivre la réalité et enfin de prendre conscience de leur environnement. C'est la première fois que ces élèves voient une girafe de leurs propres yeux. Toutes les autres fois, c'était à la télévision. Ils sont contents et surtout conscients de la nécessité de les préserver. On a constaté que les girafes, c'est vraiment ce qu'ils disaient. C'est une espèce vraiment rare qu'on ne trouve que dans l'Afrique de l'Ouest, ici au Niger, à Niamey. À Kouré, j'aimerais sensibiliser les gens pour que vraiment on conserve l'écosystème tel qu'il est, l'environnement, la nature. Car c'est vraiment une chose de voir ça de ses propres yeux. D'habitude, on ne fait que remplir les cahiers et consorts.
mais on ne fait pas ces genres de sorties. Si ce n'est pas des fois les comités exécutifs qui décident de faire ces genres de sorties, mais je conseille aussi ces genres de professeurs de continuer dans le bon sens, car ça va aussi améliorer la condition de vie des élèves. Outre les girafes, on trouve plusieurs espèces animales, notamment au parc W de la Toapoua, un parc que le Niger a en partage avec le Bénin et le Burkina Faso. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. C'est une clôture flambant neuve, faite de grillages et de nombreuses lames de rasoir qui verrouillent désormais la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Le but de la manœuvre est simple, empêcher les migrants de pénétrer en Europe. Après la fermeture de la route des Balkans, on craignait que les migrants passent par la Bulgarie. Il y a des discussions là-dessus à Bruxelles pour empêcher cela, mais on essaie aussi d'avoir le maximum de protection ici, sur le terrain, en construisant cette clôture le plus vite possible. En 2014, la Bulgarie, membre de l'Union européenne mais pas de l'espace Schengen, avait déjà construit une clôture de 30 km de long. Aujourd'hui, les barbelés ont atteint les 95 km et devraient arriver à 132 d'ici fin juin pour soulager les quelques 2000 policiers chargés de protéger la frontière à pied. Nous avons eu de grosses difficultés pendant la construction, comme sur cette partie qui était envahie par de grands arbres, mais on a réglé le problème. Cette mesure a rassuré les habitants de Chtit, qui signifie bouclier en bulgare. Le petit village, peuplé de retraités, est situé à 1 km de la frontière turque. Depuis plusieurs mois, les migrants ne passent plus. En plus, maintenant, il y a la police des frontières. On peut voir leurs camions, mais ils ne patrouillent pas par ici. Ils sont plus bas. Ces barbelés ont calmé les choses. Ironie de l'histoire, face aux barbelés modernes, une autre clôture rouillée se dresse, celle de l'époque communiste qui servait en son temps à retenir les Européens de l'Est souhaitant fuir le régime. Éradiquer la polio maison par maison. Le Pakistan est l'un des 2 derniers pays au monde, avec l'Afghanistan, où la poliomyélite est endémique. Chaque mois, ces femmes font du porte-à-porte pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans de leur quartier, mais la tâche n'est pas simple. Sur cette porte, un R pour refus, les enfants habitant ici n'ont pas reçu la dose nécessaire le mois dernier. Nous ne donnons pas le vaccin à nos enfants parce que nous avons peur qu'ils soient handicapés. Cette fois-ci, Rabia laisse ses enfants se faire vacciner car les gouttes sont distribuées par ses voisines. Mais les craintes de cette mère de famille sont partagées par de nombreux parents pakistanais. Certains croient que le vaccin rend stérile, d'autres qu'il contient des ingrédients interdits par l'islam. Les vaccinateurs, eux, sont souvent accusés d'être des espions depuis que la CIA a utilisé une fausse campagne pour traquer Oussama Ben Laden il y a 5 ans.
Pour dissiper les doutes, l'organisme de lutte contre la polio à Karachi a commencé à embaucher des vaccinatrices de proximité en 2014. Comme j'habite ici, je peux leur dire que s'il arrive quoi que ce soit à leurs enfants à cause du vaccin, c'est ma responsabilité. Ils se disent qu'ils peuvent tout simplement venir chez moi s'il y a un problème. Et ça marche. Le nombre de refus a été divisé par 4 l'année dernière. Autre raison pour cette initiative, la sécurité. Depuis 2012, les attaques visant des campagnes de vaccination ont fait 100 morts, dont 3 dans ce quartier en 2014. À l'époque, chaque équipe devait être escortée et le manque de policiers les empêchait parfois de faire leur travail. Mais les vaccinatrices de proximité ont changé la donne. Vu qu'elles connaissent les gens dans le coin, elles se sentent aussi un peu plus à l'aise et en sécurité. Alors dans ces zones, nous n'avons pas de policiers suivant chaque équipe, mais les points d'entrée et de sortie sont protégés. Mais pour Mohamed, il est déjà trop tard. Le diagnostic est tombé en décembre, il a la polio et sa famille ignore s'il pourra marcher un jour. 5 nouveaux cas ont été recensés depuis le début de l'année au Pakistan, un dur rappel du danger qui menace toujours ses jeunes voisins.